Qui sont mes grands-parents ? Qu'ont-elles vécu ? Quelles époques ont-ils traversées ? Que m'ont-elles transmis ? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Quand je suis amenée à mentionner mes origines libanaises, on me pose souvent beaucoup de questions. Il n'est pas rare qu'on me demande la religion de ma famille, comme si ce n'était pas une question intime et dérangeante. Je ne sais jamais trop comment répondre, alors j'esquive. Il y a autre chose qui revient souvent dans les questions, c'est ce cliché d'une diaspora libanaise constituée de businessmen et de businesswomen de l'extrême. Une sorte de bourgeoisie intellectuelle et culturelle tout à fait inarrêtable, peut-être les meilleurs négociateurs, négociatrices de la salle, probablement issus de familles relativement riches. J'ai parfois l'impression de décevoir les gens quand je leur dis que non, je ne suis pas la descendante d'une figure politique libanaise. Non, ma famille n'est pas un empire économique. Alors, pour explorer le Liban de l'époque de mes grands-parents, j'ai voulu demander à Charbel de nous parler de ses familles. Lui, il n'a pas aussi peur de se situer. Et lui, ses familles correspondent bien plus à l'image que l'on se fait de la diaspora libanaise, cette image que je ne peux pas fournir aux curieux et aux curieuses. Ma grand-mère paternelle, Soraya, elle naît en 1912 dans une grande famille, voilà. Puisque le village, faut l'imaginer comme un village avec des féodalités, un village assez montagnard, libanais, assez traditionnel, et donc avec 3-4 grandes familles. Et ma grand-mère faisait partie de cette grande famille-là. Alors peut-être qu'il faut un peu introduire pour que les gens puissent situer. En fait, toute l'histoire. Le cœur se passe à Bcharek, B-C-H-A-2-R-E, qui est un village assez connu et assez emblématique, même si c'est un petit village du nord du Liban, dans la vallée de la Kadisha. Il faut avoir en tête que le Liban, c'est 10 452 km², donc c'est petit, c'est la même taille que la Gironde. Et il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle le Mont Liban, qui traverse au milieu, en diagonale, qui coupe un peu le Liban. Et donc le village est situé sur ce Mont Liban. Le Mont Liban, il est composé de plein de vallées, de différentes vallées. Et une des vallées, c'est la vallée de la Kadisha. Le Mont Liban, il est aussi assez connu parce que, d'abord, c'est la plus haute montagne du Proche-Orient. Donc ça monte jusqu'à 3000 mètres. C'est là-bas qu'on fait du ski. Et il y a beaucoup d'images de Libanais à ski, etc. C'est un des trucs un peu touristiques. Et en fait, il est assez connu parce que ça a été très longtemps, le Mont Liban, une montagne refuge. Montagne refuge pour toutes les minorités de la région et même assez au-delà. Le relief est très abrupt, c'est assez difficile d'accès, les conditions de vie là-bas sont assez dures. Donc c'est tout ça qui a fait que c'est devenu une montagne refuge. Et donc dans le Mont Liban, il y a la vallée de la Hadisha. Et donc ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une vallée assez profonde, avec un cours d'eau tout au fond. Et pendant très longtemps, pendant toute la période où cette vallée était une montagne refuge, était une vallée vraiment où les gens étaient là pour se cacher des persécutions, parce que c'était des minorités qui étaient là, donc, sous l'Empire ottoman principalement. Les villages étaient au fond de la vallée, tout en bas de la vallée. Et la manière dont ça s'est passé, c'est progressivement, en fait, les villages sont montés. À mesure que les minorités se sentaient plus en sécurité, les villages sont montés. Maintenant, il n'y a plus de villages au fond de la vallée. Il reste quelques monastères, mais les villages sont évidemment maintenant tous en haut. C'est important d'avoir ça en tête. Je vais peut-être citer 3 caractéristiques de la vallée, parce qu'elles sont très... En fait, elles disent beaucoup de choses de la personnalité des gens du coin, et donc des gens de Bcharek. La première, c'est justement le fait que c'était une vallée de refuge, et que ça, c'est quand même très profondément ancré là-dedans. Donc les gens, ils habitaient en bas. Ils étaient prévenus quand il y avait une attaque par des feux. Voilà, on brûlait des feux, et donc on voyait le feu au loin. Quand on voyait le feu, on savait que les Ottomans, peu importe les ennemis, etc., arrivaient. Donc les gens escaladaient la montagne. Et en fait, les gens se cachaient dans des grottes. Il y a plus de 3000 grottes, troglodytes, anciennes. En fait, c'est des grottes géologiques, c'est pas des grottes faites par les hommes. Et donc, ils se cachaient là-dedans. Ça arrivait qu'ils se cachent pendant des semaines et des semaines et des semaines. Donc, il y a toute une culture quand même de la protection, de la vie un peu en alerte, toujours. C'est le deuxième point, peut-être. Cette culture de la survie, elle fait que les gens de la vallée ont dû très vite, on n'a pas eu d'autre choix que de cultiver la terre et d'être assez autonomes sur le plan alimentaire. Alors, peut-être faire un peu de zoom là-dessus, parce que c'est vraiment super, toutes ces histoires. Ils ont progressivement créé des cultures en escalier, parce qu'il n'y a que ça qui marchait. Vu l'escarpement, vu la terre, vu l'aridité, la chaleur, etc., c'est des cultures en escalier.
Il y a deux anecdotes qui sont quand même super, parce que je les ai apprises il n'y a pas très longtemps, et vraiment, je trouve ça merveilleux. Il y a un plat libanais hyper connu, hyper emblématique de la cuisine libanaise, qui est né directement de tout ça. En fait, dans la vallée, ils cultivaient du blé, et le blé, ils en faisaient du bol-roll. Oui, bourgoul, bon, mais en fait, c'est du blé dur, pré-cuit, concassé. Et en fait, ça dure plus longtemps, c'est plus facile à conserver, donc ils cultivaient du blé, ils en faisaient du bol-roll. Premier élément. Deuxième élément, ils voulaient manger de la viande. La viande, c'était le repas quand même, évidemment, vous imaginez, un peu luxueux, etc. Donc ils étaient contents de manger de la viande, sauf qu'ils ont assez vite réalisé que s'ils faisaient cuire la viande, ça faisait de la fumée et donc ça les rendait repérables. Et donc ils se sont dit, bah, il faut qu'on mange la viande crue. Donc ils ont essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait préparer la viande pour qu'elle soit mangeable crue. Donc ils ont commencé à la moudre. Donc avec le mortier, les mortiers c'est un truc très classique dans la cuisine libanaise, donc avec un mortier ils faisaient ça. Et en fait ils ont fusionné les deux. Ils ont pris la viande crue moulue au mortier et le bol-roll, et ça a donné la keb benaye, qui est comme dit ma mère, le tartare libanais. Voilà, c'est la viande crue libanaise qui ressemble à du tartare et qu'on mange au Liban, avec de l'huile, des oignons, des trucs, c'est merveilleux. C'est de la keb benaye, et c'est né de là. C'est un plat qui porte le poids de notre histoire. Donc il y a une vraie logique c'est la terre nourricière, et c'est la terre qui nous fait vivre et qui nous sauve, etc. Du coup, au Liban en général, et dans cette région en particulier, on mange beaucoup de plantes sauvages. Parce qu'il fallait bien se nourrir. Souvent, quand ils étaient enfermés dans les grottes, etc., ils prenaient ce qu'il y avait. Donc par exemple, un truc qui peut étonner ici, c'est que les Libanais ils mangent du pissenlit. Aussi, il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que dans cette région-là, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait partie du paysage, c'est les vignes. Il y a des vignes partout. Dans toutes les maisons que vous allez, il y a des vignes. J'ai toujours cru que c'était parce que c'était beau et que ça protégeait du soleil, etc. Et en fait, il y a une autre raison, c'est que le raisin est vu comme l'aliment qu'on peut manger toute l'année, quelle que soit la saison. L'été, on mange le raisin. En automne, on l'a fait sécher, donc on mange du zbib, du raisin sec. En hiver, on fait du debes, qui est un dessert à base de raisin. Et au printemps, on fait des feuilles de vigne, du wala anab. Donc le raisin est quand même un truc qui vous aide et qui vous accompagne tout au long de l'année en termes culinaires, donc c'est super. Il y a cette relation avec la terre qui est assez forte. Et le troisième, peut-être le troisième élément un peu emblématique de la vie et de la vallée, c'est la place de la religion. Hadisha en araméen, ça veut dire sainte. Donc la vallée de la Hadisha, c'est la vallée sainte. Et donc la vie était très tournée autour des églises. Donc la journée commençait avec la prière dans l'église du coin, etc. La légende, en gros, dit qu'il y a 365 églises tout autour de la vallée, que chaque jour, après avoir travaillé la terre, on allait prier, et donc à chaque jour correspondait un saint, et donc à chaque saint correspondait une église, et donc on faisait tous les jours le pèlerinage pour aller dans l'église du saint concerné. Donc il y a une vie qui est très forte, qui est organisée très fortement autour de ça, et avec évidemment une place très importante pour les prêtres, pour la communauté religieuse locale. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le patriarche maronite, donc le maronitisme étant une des églises d'Orient, assez fortement représentée au Liban, le patriarche a eu son patriarcat. Sa résidence d'été est dans la vallée sainte, mais son patriarcat historique a été très longtemps au fond de la vallée de la Hadisha. On peut encore le visiter aujourd'hui. Donc ça, c'est pour poser un peu des éléments de contexte sur la vallée qui permettent de mieux situer un peu ce qu'est Psharré. Donc Psharré, c'est un village qui est à 1400 mètres, qui est à l'extrémité de la vallée, si vous voulez, mais qui est au centre de la vallée un peu philosophiquement et historiquement. Typiquement sur les églises que j'évoquais tout à l'heure, on disait souvent qu'au centre des 365, il y avait Psharré et ses églises. Rien que ce village, il y a 37 églises dedans, donc c'est quand même c'est assez significatif. C'est un village typique de la montagne libanaise, c'est-à-dire que vous voyez très vite les clochers. Le paysage du village est très marqué par des clochers assez imposants. Et des maisons traditionnelles. Les maisons traditionnelles, c'est de la pierre qui est presque beige, et des toits de tuiles rouges, et des arches. Les villages montagnards du Liban, ils se dessinent un peu tous comme ça. C'est un incontournable lieu de passage touristique, lieu de l'histoire du Liban, etc. Il est au croisement de deux sites du patrimoine mondial, que sont la forêt des Cèdres, qui est juste au-dessus, et la vallée sainte, qui est juste en dessous et dont on vient de parler. Et donc le dernier village avant d'y arriver, c'est Psharré. Et le village est aussi connu parce que c'est là qu'est né Khalil Gibran, qui est donc le livre le plus vendu sur Terre après la Bible, c'est le prophète. Et en fait, Khalil Gibran vient de ce village-là. Il y a un musée, il y a sa maison qu'on peut visiter, etc. Donc c'est un truc assez... Bref, c'est un vrai patrimoine. Le Psharré, c'est un truc de patrimoine libanais assez fort. Et le village a été mis aussi sur le devant de la scène pendant la guerre civile, puisque c'est le village d'origine d'un des chefs de guerre assez connus de la guerre civile, qui était Samir Jarjah, qui est un pshariote. Et le village était reconnu comme un des grands bastions chrétiens de la guerre civile libanaise.
Ma grand-mère, elle est née dans une grande famille, comme souvent à l'époque. Ils étaient 6 frères et sœurs. C'était la deuxième, donc dans une famille de 6, être la deuxième sans avoir de frère aîné, donc c'est une sœur aînée. Évidemment, ça met assez vite en responsabilité, en soutien à la mère et en rôle de femme, comme on l'imagine dans cette époque et dans ces territoires-là. Malgré tout, je ne sais pas exactement à quoi ressemblait son quotidien, ses rêves, ses aspirations, ses copines, ses jeux d'enfants. Je peux que les imaginer et les fantasmer un peu avec ce qu'on voit. Ça fait partie des regrets qu'on a avec ses grands-parents, de ne pas avoir parlé de tout ça, etc. Je ne perds pas espoir d'en parler un jour avec mon père. Mais donc, c'est difficile de savoir décrire ça très exactement, même si le lien avec Beyrouth fait que c'était quand même une famille qui était ancrée dans une modernité réelle et qui était tout à fait de son temps. Il n'y a qu'à voir le fait que ma grand-mère, donc c'était quand même début du siècle, était bilingue français-libanais, apprenait le français à l'école, et était, même en tant que fille, et a fait toutes ses études, n'a pas fait d'études supérieures, mais est allée aussi loin que c'était possible à l'époque pour des filles. Enfin bref, il y avait une volonté malgré tout et un attachement à l'éducation, à la place et au rang que l'on devait tenir, ce qui passait évidemment par l'ouverture au monde, l'éducation, l'occidentalisation assez forte aussi, évidemment qu'on côtoyait à Beyrouth, etc. C'est la première génération, ma grand-mère, où ils ont commencé à être entre Psharré et Beyrouth. Enfin, c'est la première où ça a été vraiment assez marqué et où ils ont commencé à faire des choses dans la durée à la capitale, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, c'est au début du siècle que les pshariotes aisés, enfin du coup les notables de la ville, commençaient à transhumer, puisqu'ils passaient leur hiver, qui est dur, qui est rude dans la montagne libanaise, passaient leur hiver à Beyrouth. Donc en l'occurrence, la famille de ma grand-mère, ils occupaient assez en masse un des grands hôtels libanais de l'époque, qui était sur ce qui est maintenant la place des Martyrs dans le centre-ville libanais, pendant tout l'hiver. Et elle, c'est donc la première génération où ça a été un peu plus loin que ça, puisque elle a fait ses études donc à Beyrouth, donc elle allait chez les sœurs à Beyrouth, donc elle passait l'année à Beyrouth, et donc ils avaient un pied-à-terre à Beyrouth, et donc on est un peu voilà, dans cette bascule où on sort de l'isolement, où Beyrouth devient un peu le centre de la vie culturelle, éducative, etc. Et donc où évidemment toutes les grandes familles y convergent à un moment ou à un autre. Alors, elle a rencontré mon grand-père parce que on en revient aux grandes familles. En fait, les deux, trois grandes familles de Psharré faisaient régulièrement des pique-niques taboulés. Vraiment, on ne parle que de bouffe dans ce podcast. Le taboulé, c'est la salade très emblématique et connue de la cuisine libanaise. Il ne faut pas l'imaginer avec la semoule, hein, bien sûr, mais avec du persil, évidemment. Et donc, les grandes familles se retrouvaient les week-ends à faire des pique-niques taboulés dans la vallée. C'est apparemment dans ce cadre-là que les jeunes venaient à ces pique-niques. C'est dans ce cadre-là que mes grands-parents se sont rencontrés, dans les années 40 à peu près. Donc c'est une rencontre tout à fait non préparée de la vie, quoi. C'est voilà, la vie et un peu de proximité sociale, évidemment. Mais c'est une rencontre comme il pourrait y en avoir encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux grandes familles, donc évidemment tout le monde ne peut que se réjouir de tels mariages et de telles alliances. Mais la petite anecdote, c'est que c'était pas la famille qui était proche, enfin la famille de ma grand-mère n'était pas la grande famille proche de la famille de mon grand-père. Il y avait une grande famille assez alliée et assez proche, c'était pas du tout celle-là. Donc c'était pas non plus une évidence ou un truc particulièrement attendu qu'il y ait ce genre de mariage. Donc elle rencontre mon grand-père qui lui est cheikh. La hiérarchie sociale s'est vraiment installée, a été vraiment structurée au Liban dans une bataille. Donc la bataille de Ain Dara, c'est à la fin du XVIIe. Et donc là, c'est une lutte pour la succession d'un émir, de Fakhreddin. Donc en gros, pour faire simple, il y a deux clans qui se font la guerre. C'est les Shahab qui l'emportent. C'est une des grandes familles qui a construit un peu le Liban. Et donc, cette famille-là, quand elle l'emporte à cette bataille, elle structure des féodalités. Et en fait, dans la hiérarchie sociale, ici, il y a les comtes, les vicomtes, les machins, etc. Là-bas, il y a donc l'émir suprême, qui est Shahab, en l'occurrence, c'était lui. C'est eux qui ont structuré un petit peu ça. En dessous, il y a les émirs, et donc il y a pas mal de familles, on en voit aujourd'hui, ils sont encore appelés émirs, hein, qui sont reconnus comme des émirs. Et il y a les cheikhs, c'est le troisième niveau. Et les cheikhs, pour le coup, c'est un titre héréditaire que certaines familles ont gagné à la suite de cette bataille. Mais c'est à la fois une place dans l'espèce d'administration locale à l'époque, une place avec le pouvoir central, c'est ça qui jouait beaucoup, et donc évidemment une espèce d'emprise locale. Et c'est vous le notable, quoi. C'est vous le notable, c'est vous qui avez les contacts, c'est vous qui avez les relais, c'est vous qui savez les choses. C'est sur vous qu'on s'appuie pour résoudre les petites galères du quotidien. Et donc la famille de mon grand-père a été mobilisée dans cette bataille-là, a été active dans cette bataille-là, en titre de remerciement, a été une des familles qui a structuré derrière le pays, et donc on a gagné ce titre de cheikh qui, lui, pour le coup, se transmet.
Vous imaginez, c'est classe. Et qui est, pour le coup, très éduqué, avocat, qui a des ambitions politiques, qui est hyper connu dans le village. Toute la famille est très connue et vraiment, voilà. Pour le coup, être un homme issu d'une grande famille dans ce village-là à cette époque, ça vous donne des responsabilités, une reconnaissance sociale assez forte, et donc une place assez centrale dans la vie du village. Voilà. Et donc ça, c'était mon grand-père qui est en plus, pareil, famille très nombreuse, ils étaient 12, et c'était le premier garçon. Donc c'était le quatrième, mais le premier garçon. Donc on attend beaucoup de lui, et donc il a beaucoup de pression sociale sur les épaules, mais donc évidemment c'est plutôt un beau parti. Alors, la vie de mariée de ma grand-mère, et on peut l'imaginer, enfin la calquer un peu sur l'imaginaire qu'on a d'une vie de femme de notable, en fait, de femme voilà, de personnes, enfin, avec un mari en vue, ambitieux, reconnu professionnellement, reconnu socialement, etc. Et donc la femme, et c'est la femme de, plus qu'à porter quelque chose à part entière, évidemment, elle accompagne son mari dans la vie et dans son parcours. Mon grand-père était avocat, devait être sur liste aux législatives, etc., avait des positions un peu politiques au village. Donc la femme, là-dedans, elle joue beaucoup un rôle d'intendance de la maison. Donc ils vivent à Beyrouth, on loue un appartement à Beyrouth, pas une maison, enfin un très bel appartement, très traditionnel, comme on voit les constructions ottomanes dans le cœur du quartier chrétien, vers Gemmeizeh à Beyrouth, donc plein d'arcades, plein de calligraphie, etc. Une belkeh, donc une espèce de piscine où on met les boissons, les pastèques, etc., qui est dans la cour intérieure, enfin, qui est très traditionnel de l'habitat arabe, et 6 mètres sous plafond, enfin un truc très beau, très beau. Donc ils vivent là-dedans, ils vivent à Beyrouth, avec toujours la maison à Pcharé, donc qui est une maison de famille, qui est la maison de notre famille, la famille de mon grand-père, qui est une maison qui date du début du siècle, qui est toujours à nous aujourd'hui. Et donc ils sont un peu dans cet entre-deux parce que évidemment vie professionnelle d'avocat à Beyrouth et vie sociale et place sociale surtout forte à Pchalé. Donc il y a évidemment un rôle d'intendance à faire tourner la maison, il y a un rôle de représentation, notamment dans le village, puisque dans le village c'est un attendu, c'est que on rend service. Enfin, on est une famille, comme je l'ai dit, on est presque le premier recours pour beaucoup, quel que soit le sujet, quelle que soit la question, etc. Il faut imaginer que c'est un village où il y a énormément d'agriculteurs, énormément de gens qui savent pas lire, qui savent pas écrire, etc. Donc ils sont très demandeurs de coups de main de la vie de tous les jours, ou de coups de main un peu plus compliqués, peu importe. Et donc c'est le rôle de ces grandes familles d'essayer d'être la petite aide là-dessus. Donc voilà, ma grand-mère, elle fait tourner la maison, et c'est quelque chose qui tourne assez bien. C'est une assez belle période, une assez belle époque. Et elle a 3 enfants. Elle a 2 filles et un fils. Il faut savoir, et ça on l'a beaucoup dit, parce que ça amuse beaucoup ma tante, quand mon père est né, il y a eu une fête dans le village. Ça y est, mon grand-père a enfin eu un fils. Tout le monde attendait ça, qu'il y ait l'héritier, de la lignée, on s'en fout de mes tantes, peu importe, même si elles sont sympas. Donc il y a eu une grande fête toute la nuit dans le village, là, quand mon père est né. Donc c'était une vie assez simple, dans le sens où elle était assez formatée par rapport à ce qu'on attendait dans ce cadre-là, plutôt facile, je pense. Parce que les premières années de l'indépendance du Liban, donc c'est évidemment des années où tout n'est pas simple, mais où il y a quand même ce petit élan et ce petit enthousiasme du début de la création d'une nation, c'est quand même super. Notre place sociale qui est quand même assez bonne, pas de difficultés financières, c'est pas partie des grandes fortunes, loin de là, mais évidemment de quoi vivre et bien vivre, la maison de Jarret, l'appartement à Beyrouth, bref, un cadre assez agréable, je crois, et une place de femme du père, du pater familias, qu'elle assumait assez bien, et qu'elle assumait très bien, sans aucune velléité de prendre plus de place, d'indépendance, pas du tout. Voilà, c'était installé, et ça fonctionnait très bien. Jusqu'à ce que mon grand-père meure, jeune, donc à 53 ans, cancer foudroyant, alors qu'il allait il y avait des législatives, il devait être député. Mon père il avait 13 ans, donc était un peu en formation avec mon grand-père, qui commençait à l'emmener dans les réceptions, dans les rencontres politiques, dans les trucs de village, etc. Bref, il était en train de façonner un peu son héritier. Et donc ça, évidemment, ça a un peu tout chamboulé. Alors, je ne sais pas comment ma grand-mère réagit. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment la famille réagit en général. On évoque assez peu tout ce qui touche un peu au sensible est assez peu évoqué. On n'en parle pas, en fait. Je ne sais pas qu'elle s'est effondrée, qu'elle a été 1 an recluse ou en dépression. Je n'en ai absolument aucune idée. Ce que je sais, c'est que
Le deuil, moi, c'est ma vision des choses, mais je trouve que les deuils sont plus faciles à vivre dans le monde oriental que dans le monde occidental, parce que les deuils sont des très grands moments de rassemblement et de mobilisation de la famille et des proches, etc. Et qu'il y a une espèce d'élan collectif qui fait qu'on n'est jamais plus accompagné et plus entouré que quand on vit un deuil. Les funérailles au Liban, pendant 3 jours, vous tenez salon ouvert, c'est souvent près de l'église ou de la mosquée, etc. Et des gens viennent. Des gens viennent pendant 3 jours et ça n'arrête pas, en fait. Et des proches, des lointains, etc. Ce qui fait que vous n'êtes jamais seul. C'est un petit exemple, mais à partir du moment où ce drame arrive, ce qu'on sait, c'est que la famille ne s'écroule pas, notamment parce qu'il y a ces solidarités assez naturelles qui se mettent en place. Donc je n'ai aucun indice qui me laisse penser qu'il y a eu une espèce de contre-coup financier, de contre-coup psychologique. Non, ma grand-mère est une femme assez forte de caractère, voilà. Je pense que elle s'est assez vite reprise en main pour assez vite essayer de se dire bon, quelle est la priorité. La priorité financière n'était pas un sujet, à mon avis, justement à cause de ces solidarités-là. Parce qu'en plus, l'État social libanais marchait pas trop mal. Je ne peux pas vous signer là qu'elle avait une pension de veuve, mais je pense qu'il y avait un soutien de l'État libanais là-dessus qui a pu aider, et quelques terres agricoles qu'on avait, qui ont aussi facilité les choses, mais à aucun moment une espèce de chute de ce point de vue-là. Et donc, une fois que ça c'est réglé, cette question de la situation financière, une fois qu'elle est réglée, se pose la question de comment on porte la famille, parce que c'est bien ça le sujet. C'est là que se met en place une espèce d'organisation à 3 femmes, entre ma grand-mère et mes 2 tantes, qui, à l'époque du décès, donc sont majeures, quand mon père, lui, a 13 ans. Et donc, il y a cette espèce de triumvirat qui se met en place, où chacun trouve sa place, sous l'espèce de coordination ou de chef d'orchestre de ma grand-mère, qui gère un petit peu tout ça. La principale conséquence, elle est d'essayer de sécuriser la montée en puissance de mon père dans le rôle qu'il doit jouer dans l'avenir de la famille. Ce qui était pour le coup une tâche évidemment dévolue à mon grand-père, de l'éduquer, de lui apprendre l'histoire, de lui faire tenir sa place, de lui faire monter sur les différents sujets politiques, etc. Ça reste l'ambition de la famille, c'est d'avoir un héritier et que le nom soit porté et transmis. Ça devient ma grand-mère qui en devient la garante. Il y a le volet de faire tourner la boutique, mais ça qui s'est beaucoup appuyé sur mes tantes, sur les questions de logistique, de cuisine, de quotidien en fait, voire de rentrée d'argent, puisque mes tantes à ce moment-là commencent à travailler, donc commencent à pouvoir aussi soutenir financièrement la famille. Et le vrai rôle de garant, ça y est, ma grand-mère devient la femme, la mater familias, l'espèce de matriarche de la famille. Et l'idée est de laisser la place et de travailler pour que mon père ait toutes les cartes en main, et donc de le laisser vivre sa vie, grandir, faire ses études, sécuriser son parcours académique, social, politique dans la famille, pour que de la matriarche, ma grand-mère, on passe naturellement au patriarche, mon père. Le décès, c'est en 62. Le décès de mon grand-père. Donc 62, ça fait 15 ans que le Liban est indépendant. La guerre va éclater dans 13 ans, donc on est un peu au milieu de tout ça. Ce sont des années qui sont pas aussi caricaturales que ce qu'on a dans l'imaginaire de la Suisse du Moyen-Orient, c'est tout à fait merveilleux, le Liban, etc. Il y a un vrai volet, faut pas se mentir, 30 glorieuses, on pourrait, ou les belles années, bien sûr. Donc le Liban, de ce point de vue-là, est un pays jeune, qui se développe, qui est très visible à l'international, qui tient et porte son espèce de rôle de liant Orient-Occident, de carrefour, de passerelle, machin, tout ça se structure à ce moment-là. Même si on est en plein dans des... on a quand même en lame de fond de tout ça, le conflit israélo-palestinien, des incursions israéliennes, il va y avoir des opérations militaires pendant les années 60 d'Israël au Liban, qu'on a un peu oublié, mais qui font qu'évidemment on est dans des temps un peu troublés. Malgré tout, il y a une certaine stabilité politique, le régime fonctionne à peu près, mais la réalité, c'est qu'on reste, et ce sera un des déclencheurs aussi de la guerre, c'est qu'on reste sur un pays assez inégalitaire, et des communautés qui sont plus ou moins intégrées dans cette nouvelle nation et dans cette nouvelle dynamique un peu économique. Mais malgré tout, c'est, je crois, une société qui est plutôt optimiste, qui est plutôt enthousiaste, qui a plutôt l'avenir devant lui. Et c'est dans ce cadre-là que tout ça se construit, et se construit assez bien. Que du coup, ma grand-mère et mon père et ses tantes et mes tantes vivent là-dedans, c'est-à-dire dans un climat plutôt
plutôt prometteur, ce qui fait qu'ils ont une vie tout à fait classique qui ira jusqu'à jusqu'à ce que mon père fasse ses études, études secondaires, études supérieures, drague ma mère dans un bar, comme on imagine les années 70, les années 60 et les années 70 au Liban. Il faut imaginer ça de manière assez proche aussi dans cette partie-là du Liban, c'est-à-dire une partie assez aisée et occidentalisée. Les parallèles avec la société des années 60 et 70 en France sont assez forts. Quand vous voyez des photos de cette époque-là, dans le style vestimentaire, le type d'activité qu'ils font, dans les objets ou les choses à la mode, il y a un parallélisme qui est assez troublant, donc c'est plutôt un monde qui vit bien. Quand la guerre éclate, mon père est en France, pas encore marié, en train de finir ses études. La guerre n'ayant suscité aucune mobilisation idéologique chez nous, en tout cas aucun intérêt idéologique, évidemment, on l'a fui, parce que c'était une sale guerre. Et donc mon père décide de rester en France, où il poursuit ses études. Et donc c'est assez logiquement que lui, installé en France, sa mère le rejoint. Donc ma grand-mère le rejoint. Et en fait, comment se sont répartis les rôles ? Ma grand-mère, elle vient avec ma tante cadette, qui l'accompagne et avec laquelle elles vivent. Voilà, elles vivent toutes les deux. Ma tante cadette passera, elle, sa vie avec sa mère, à s'occuper de sa mère et à vivre avec sa mère, comme le font beaucoup de femmes libanaises, qui renoncent à la vie professionnelle, amoureuse, etc., parce qu'elles s'estiment en responsabilité sur le fait d'accompagner la vieillesse de leur mère, etc. L'autre fille, la fille aînée, elle sera une professionnelle reconnue, renommée, donc aura quand même réussi dans l'administration, dans la reconnaissance professionnelle aussi d'une femme, ce qui était malgré tout assez important, et c'est le caractère de ma grand-mère a beaucoup joué sur l'affirmation de tout ça, et mon père qui est devenu du coup la personne sur qui on va s'appuyer pour sécuriser l'avenir, la succession, etc., etc. Donc c'est assez logiquement que commence alors c'est très mauvais comme terme, mais une vie de réfugié, voilà, il se retrouve à Paris. Donc ma grand-mère passe d'une vie entre Pchalé et sa belle maison libanaise à un 50 mètres carrés qu'elle partagera avec sa fille jusqu'à la fin de sa vie à Paris. Donc c'est à Paris qu'il s'installe, et en fait toute la famille s'installe dans le 16e arrondissement à Paris. Dans l'ouest parisien, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que la communauté libanaise qui s'est retrouvée à Paris, c'était beaucoup des Libanais chrétiens, beaucoup des Libanais plutôt de classe aisée, donc qui spontanément sont dans les beaux quartiers de fait, et donc ça se regroupe plutôt à l'ouest, entre beaucoup de Libanais à Beaugrenelle, beaucoup de Libanais dans le 16e arrondissement, et en fait, quand on part, on va là où sont les copains. Voilà, donc évidemment, il y a une communauté qui se regroupe dans une proximité géographique assez évidente. Et en plus, la deuxième raison qui est assez importante, c'est que les Libanais ont souhaité, je parle pour ceux que je connais, en tout cas ceux qui sont dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on a vécu, voulaient que leurs enfants aient une éducation religieuse. Et les écoles privées, catholiques, voire jésuites, comme il y en a beaucoup au Liban, sont dans le 16e arrondissement à Paris pour les plus connus, les plus renommés, etc. Donc c'est tout ça qui fait que c'est plutôt vers l'ouest parisien que le monde d'Achrafiyeh, qui est un quartier chrétien libanais plutôt aisé, s'est retrouvé. Les Libanais chrétiens d'Achrafiyeh se sont majoritairement retrouvés dans l'ouest parisien. Alors, c'est assez difficile de savoir, de mesurer comment ils ont vécu ce déplacement, parce que, en plus du fait de se retrouver dans un autre pays, il y a aussi quand même un déclassement social qui est assez important, puisqu'au Liban, on a une position. Ma grand-mère est une dame, parce qu'elle n'est plus du tout en France. Mais c'est difficile de savoir exactement, même si elle semblait affectée ou s'il y avait une espèce de tristesse, de nostalgie. C'est pas des choses que nous, on sentait du tout. En tout cas, ce qui est évident, c'est que, comme beaucoup, comme tout le monde, c'est à quel point on a recréé un cocon hyper proche de ce qui existait là-bas et donc hyper sécurisant. Quand on arrive, on ne connaît personne. Avec qui on traîne, c'est les cousins, les frères, les sœurs, les machins. Ce qui fait que quand même, on avait une vie libanaise à Paris. Un exemple qui est quand même assez, quand on y repense, qui est assez dingue, c'est que nous, on habitait donc dans un grand immeuble qui ressemble à un HLM, qui n'est pas un HLM, mais dans une grande tour dans le 16e. Et en fait, quand des cousins arrivaient en France, on essayait de se débrouiller pour qu'ils soient dans la même tour. Et donc, on a eu des cousins sur le palier d'en face, des cousins à l'étage du dessus, qui sont des trucs qui se passent tout à fait naturellement au Liban, mais qui ne se passent pas vraiment en France. Et pour autant, on avait réussi à recréer
dans cette espèce voilà, de grand ensemble, des proximités familiales et de copains, etc. Donc il y avait tout ça, il y avait des rituels culturels qui ne bougeaient pas d'un iota, sur la bouffe, sur les déjeuners du dimanche, sur tout ça. Enfin, tout ça était très cadré et vraiment exactement dans les clous de ce qui se serait passé au Liban. Et ma grand-mère avait un petit réseau de copines aussi, de même profil, enfin de Libanaises qui ont suivi leurs fils, qui ont suivi leurs filles, qui ont suivi peu importe leur famille. Et donc elle avait ces petits rituels de grand-mère libanaise, de téta libanaise, puisqu'une grand-mère libanaise c'est téta, comme elle l'aurait eu au Liban, donc à recevoir ses copines avec, elle faisait du café, elle fumait ses clopes, ses Marlboro Light en regardant les feux de l'amour. Enfin, elle aurait vécu la même chose. Donc ça, son quotidien, elle a réussi à le reproduire comme il aurait pu l'être. Après, ce qui est évidemment dur, c'est que sur toute la période de la guerre, il n'y a aucune certitude du retour et de l'horizon du retour. Il faut avoir en tête que la guerre, c'est pas un état de combat continu, comme on peut l'imaginer. C'est pas 15 ans où ça mitraille du matin au soir. Il y a des phases qu'a posteriori on identifie assez bien, de calme, de reprise, de bordel à la montagne, de bordel dans la ville, etc. Et qui permettent normalement des allers-retours de temps en temps. Mais sur les 15 ans de guerre, si ma grand-mère est allée 10 fois au Liban, c'est bien un maximum. Donc c'est quand même c'est des allers-retours rapides, hyper angoissants, parce qu'en fait, quand on n'y est pas et qu'on y va, on se prend tout d'un coup. On a tout le vécu de la guerre un peu en condensé. Elle vivait à Paris, elle est restée à Paris à la fin de la guerre, alors que la question s'est posée du retour, mais elle a décidé de rester à Paris pour rester avec son fils. Mais chaque été donc, où elle allait au Liban, c'était des séjours systématiquement de 3-4 mois, et où le retour était un déchirement, où elle passait l'été dans sa montagne, dans sa maison à Pcharré, comme si de rien n'était, avec ses mêmes habitudes, sa sœur dans le grand canapé, elle qui tient la maison et qui reçoit tout le monde toute la journée. Et en fait, tout ça, ça ne l'a jamais quitté, son village, cette place, ce quotidien de femme du village, et elle le reconstruisait dès qu'elle l'a pu, elle le reconstruisait, mais c'était évidemment des moments assez courts. Le village, pendant la guerre, il a été assez peu touché par la guerre, concrètement. Il n'y avait pas eu énormément de combats dans la montagne. C'était plutôt un lieu sécurisant. Après, c'est un lieu qui a été aussi un lieu de refuge. Donc c'est un lieu qui s'est beaucoup enlaidi. Systématiquement, quand vous allez avec des anciens dans le village, ça ressort à quel point le village a été pourri par des constructions dégueulasses, des constructions non finies, de l'architecture sauvage. Bref, d'un beau village de montagne, on est passé à un village sans trop de cohérence et un peu moche, qui fait beaucoup de peine aux anciens, ça évidemment. Après, c'est un village qui a été aussi pendant un temps occupé, c'est un bien grand mot, mais où il y avait une présence syrienne assez forte, puisque dans le Mont Liban, vous traversez le Mont Liban, vous passez de l'autre côté, en fait, vous voyez la Syrie, donc la Syrie est vraiment juste à proximité. Et donc, toute la période de la guerre et qui a suivi la guerre, où l'occupation syrienne s'était maintenue au Liban pendant 15 ans, il y avait des avant-postes de l'armée, donc des barrages. La guerre du Liban était une guerre de barrages, donc il y avait des barrages à l'entrée du village, à la sortie du village. Nous, notre maison de famille a été détruite par des occupants syriens qui s'étaient installés là, qui avaient un peu tout... bref, qui avaient pris leurs aises, ce qui arrivait assez souvent sur les maisons abandonnées. Pour le coup, là, on a un objet qui est assez... où c'est assez clair qu'il y a une perte qui est quand même très difficile sur la maison, qui est la maison de famille. Ma grand-mère l'a pas vu fini dans les travaux d'après-guerre. On a mis 20 ans à avoir les moyens de la remettre un peu à neuf, de la rouvrir, etc. Elle en aura profité peut-être, je sais pas, 2 soirées à peine. Et donc quand elle retournait au Liban après la guerre, elle n'allait pas chez elle n'allait pas dans notre maison, elle allait dans une maison qu'habitait sa sœur, mais qui est une maison où sa sœur habitait parce qu'on connaissait les gens qui, du coup, elle vivait là comme si c'était chez elle, et puis bon, bref, un truc de village, mais c'était pas sa maison. Les dernières années de ma grand-mère, il y a quelque chose qui était finalement assez attendu par rapport à la personnalité de ma grand-mère. Ma grand-mère, sur les dernières années, a beaucoup souffert, mais sans jamais se plaindre. Enfin, c'était une femme très forte qui prenait très bien, là, tous les médecins nous le disaient, c'est incroyable, machin, nanana, jamais vu ça, bref. Donc on sait qu'elle en a bavé en termes de douleur, hein, vraiment de douleur sur les petites maladies qu'elle avait sur la dernières années de sa vie. Mais donc ça a toujours été très impressionnant de la voir droite, alors qu'on la savait voilà, en train de subir d'affreuses douleurs.
Et donc ça, c'est quelque chose qui marque assez fortement, cette espèce de noblesse dans la douleur. C'est un truc assez impressionnant et dont évidemment on essaye de s'imprégner. Et le bonheur qu'on a eu sur Theta, c'est qu'elle a gardé toute sa tête jusqu'au bout du bout. Et donc on n'était jamais à l'abri d'un bon mot, d'un truc sympa. Et pour avoir vu des gens vieillir moins bien, que jusqu'au bout on ait pu avoir notre grand-mère et échanger avec elle, c'était tout à fait merveilleux. Alors ma grand-mère, elle était très drôle. Elle faisait plein de blagues. Elle avait beaucoup de fou rire, ma grand-mère. J'ai une image assez ancrée de ma grand-mère qui a des fous rires et qui fait rire tout le monde. C'était d'ailleurs assez frustrant parce que souvent ses blagues préférées, c'était sur des jeux de mots en arabe. Très compliqué, même quand vous parlez arabe, mais que vous ne vivez pas là-bas, etc. Bref, de comprendre ces blagues-là. Voilà. Donc ça a été... c'était un vrai sujet, mais elle était très drôle. On l'a toujours, nous, perçue comme une grande dame. D'abord parce que c'est notre grand-mère et qu'elle en imposait un petit peu, etc. Mais en plus parce qu'on retrouvait des marques de déférence des gens vis-à-vis d'elle, enfin des gens avec qui on traînait vis-à-vis d'elle. Ma grand-mère, tout le monde l'appelait Sheikha, la femme du Sheikha. Quand on déjeunait, elle était en tête de table. Personne ne se mettait en tête de table. Voilà, et donc elle avait quand même, on savait qu'il y avait quelque chose et que c'était une femme qui était respectée, qui avait une certaine place sociale. Elle y était très attachée à ça, on rigolait pas. C'était non, vraiment la famille, les titres, les machins, c'était évidemment, elle y était très attachée. Et la dernière caractéristique qui est forte de ma grand-mère, c'était à quel point elle était pieuse. Et on est quand même dans une famille où on est très pratiquant, et donc quand je disais qu'on avait reproduit les schémas culturels ici, c'est notamment les schémas culturels religieux, puisqu'il y a un foyer franco-libanais à Paris, dans le 5e, rue d'Ulm, une église maronite, donc on allait très régulièrement, toutes les fêtes, toutes les processions, on a tout fait là-bas, voilà. On y allait beaucoup, beaucoup. Et ma grand-mère avait, comme beaucoup de vieilles personnes au Liban, toujours un chapelet en main. Voilà, avec des boules, elle passait d'un Je vous salue Marie à l'autre, d'un Je vous salue Marie à l'autre, etc. Et alors évidemment, elle est devenue plus pieuse avec l'âge, mais elle a quand même toujours, ça a toujours été un marqueur très fort dans toute la famille, et elle tout particulièrement. Peut-être pour finir, ce qui montre que quelque part, elle n'a pas totalement raté ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de quand même réussir à prolonger une lignée, voilà, et à travailler cette transmission. C'est que elle est morte en 2016, et donc on a fait son enterrement. Donc son enterrement, bien sûr, a eu lieu au village, dans la montagne. Et là où je me suis dit c'était pas totalement raté, c'est à quel point son enterrement aurait pas pu être différent, même si elle avait passé toute sa vie au village. Les gens venaient de toute la vallée. C'est 3 jours de visites, de condoléances, etc. Ça allait des ministres et députés du coin à tous les bergers qui sont venus, qui la connaissaient, qui savaient qui c'était, qui savaient que c'était la cheikha de cette famille-là, etc. Je trouve pas que ce soit aussi évident quand on a été aussi loin aussi longtemps, qu'on est décédé à Paris en plus. Enfin bref, et surtout sur les 6-7 dernières années, elle n'est plus allée au Liban, parce qu'elle ne pouvait plus prendre l'avion, donc ça faisait quand même assez longtemps qu'elle n'avait pas été au village. Et pourtant, c'était vraiment un enterrement de grande dame, de cheikha du village, c'est super. Enfin, j'étais très heureux pour ça, parce que je sais qu'elle n'aurait pas accepté moins, et je trouve que ça quand même traduit le fait que cette place-là n'a pas bougé, malgré tout. Voilà. Et je trouve qu'en fin de vie, c'est un beau truc sur lequel se retourner. Ma grand-mère maternelle, elle s'appelle Nohad. Elle est un peu plus jeune, enfin, elle était un peu plus jeune. Elle est née en 1930, dans une famille de 4 enfants. Et en fait, c'est assez opposé. La vie de Nohad à la vie de Teta Soraya. Nohad, c'est une Béroutine. Donc, elle est née d'une famille béroutine. Elle a épousé mon grand-père, un Béroutin. Elle a vécu à Beyrouth toute sa vie, sans attache, alors qu'au Liban, on est souvent à Beyrouth, mais de tel village, telle contrée, etc. Et donc, c'est une famille lambda, vraiment, et une vraie famille de classe moyenne plus, on va dire, et qui vit pour le coup pleinement ces années un peu glorieuses. Et là, pour le coup, sur Nohad, on a réussi à documenter alors pas le début de sa vie, bien sûr, mais on a vu beaucoup de choses dans la famille de ses premières années de mariage et de vie avec mon grand-père, avec la naissance de ma mère, etc. Et là, on est dans des clichés totalement excellents de la vie telle qu'on l'imagine à l'époque, quand on a une bonne situation, qu'on est de la classe moyenne, que la vie va bien, etc. Donc
Beaucoup d'élégance, toujours habillée, une femme qui fume, des balades en voiture, en décapotable, pour aller à la montagne. Ils avaient acheté une maison à Raleigh. Raleigh, c'est un petit village sur les hauteurs. Donc tout est chic et sympa et léger. Et ça donnait vraiment cette impression-là, ce qui est pas du tout la manière l'imaginaire que je me fais de la vie de ma grand-mère, notamment parce que son mari est décédé, qu'il y avait le village, qu'il y avait cette espèce de pression quand même et cette attente sur la famille. Là, je trouve que c'est l'image que ça nous a renvoyée, c'est toujours un truc voilà, hyper simple, léger, sympa. Mon grand-père était docteur en pharmacie et donc prof à l'université, tout ça, et elle, femme au foyer, heureuse, superbe cuisinière, avec 2 enfants. Enfin, cette image-là, elle est d'autant plus belle qu'elle s'est arrêtée, nette, en fait. Et donc, c'est ça qui est un petit peu rude. Et alors le drame de tout ça, c'est évidemment encore une fois la guerre, hein, qui quand même casse bien tout ça. Pour ma grand-mère, c'est quand même le drame de voir partir sa fille, donc ma mère, sa fille aînée, qui part à Paris dès le début de la guerre pour retrouver mon père. Donc c'est dur, c'est sa fille aînée, elle a un autre fils, mais c'est sa fille aînée qui va avoir des enfants, qui vont naître loin d'elle, etc. Donc il y a quand même l'éloignement à la fille qui est un drame assez important. Et il y a le fait, fondamentalement, d'être sur les 15 années de guerre, à peu près au cœur des combats. L'appartement de ma grand-mère, qui est un appartement vraiment tout ce qu'il y a de plus classique sur un immeuble, dans un immeuble années 50, est au cœur d'Ashrafiyeh, donc de l'est de Beyrouth, sachant que Beyrouth était scindé entre l'ouest plutôt musulman, pour caricaturer, et l'est plutôt chrétien, qui avait une ligne de démarcation entre les deux. Et Ashrafiyeh a toujours été assez central à toutes les phases de la guerre. Il y a toujours eu des drames assez forts à Ashrafiyeh. Bachir Gemayel, le président qui a été assassiné en 82, c'était pas très loin de chez ma grand-mère. L'histoire dit que la première voiture piégée de la guerre du Liban, et Dieu sait qu'il y a eu des voitures piégées pendant la guerre du Liban, était en bas de chez ma grand-mère. La cuisine a été reconstruite 3 fois, parce qu'il y a eu 3 obus qui sont tombés sur la cuisine de ma grand-mère. Il y a beaucoup de phases de la guerre où Ashrafiyeh était en plein au cœur du réacteur, et donc où c'était assez dur. Ce que je trouve toujours assez fascinant, c'est qu'on aurait pu penser que l'attachement au pays serait plus fort chez mon autre grand-mère que chez Nohad. Et en l'occurrence, c'est Nohad qui a toujours été très ferme là-dessus, à ne jamais vouloir quitter le pays, ne jamais vouloir aller s'installer ailleurs, ne jamais vouloir nous rejoindre à Paris. Et malgré un quotidien vraiment, vraiment pas simple, faut bien le dire, notamment ce qu'on avait nous beaucoup en tête sur ma grand-mère pendant la guerre, c'est que nous on l'imaginait beaucoup dans les caves, parce que sur toutes les périodes de bombardement, en fait, les gens se réfugiaient dans des caves. Ma grand-mère n'avait pas de cave, donc elle allait chez des cousins, on savait qu'elle avait passé pas mal de temps dans cette cave, et puis qu'elle avait passé pas mal de temps dans cette cave, etc. Bref, et donc c'est quand même un truc assez dur à projeter d'imaginer votre grand-mère aller d'une cave à une autre. Et bon. Donc tout ça, enfin, tout se casse avec ça. Donc la famille se disloque, la famille, voilà, boum. Mon oncle, au bout d'un moment, après 6-7 ans de guerre, pareil, nous rejoint à Paris. Donc ma grand-mère se retrouve sans enfant, voilà, juste avec son mari, qui commence à être vieux, ils ont 15 ans d'écart. Donc elle se retrouve un peu, voilà, quand même sans son cœur, enfin son cœur son cocon, son noyau. La maison à Raleigh, assez vite, on la perd. Elle est occupée, puis détruite. Enfin, on l'a jamais connue, cette maison-là, donc qui était quand même leur espèce d'incarnation du bonheur, machin, etc. Totalement, c'est fini, quoi. Et donc tout ça, voilà, tout ça, ça fait qu'on est obligatoirement, quand on grandit avec une grand-mère qui a vécu ça, on est toujours dans de l'empathie, mais on a envie, en système, de prendre sa grand-mère dans les bras et d'être voilà, de donner toute l'affection et tout l'amour possible, parce que ça prend aux tripes d'imaginer sa grand-mère qui passe par tout ça. Sans aucun doute que ça a rendu ma grand-mère 3 caractéristiques qu'elle avait sans doute en elle, mais que ça a évidemment exacerbé. Ma grand-mère était très affective, démonstrative, c'était caricatural, alors que mon autre grand-mère l'était évidemment pas du tout. Elle était beaucoup plus dans la retenue, voilà, beaucoup plus dame. Elle était beaucoup plus grand-mère gaga, bisous, câlins, etc. Donc très démonstrative. Un exemple qui nous avait marqué avec mon frère de ça, c'est quand à la fin de la guerre, donc on est en 90, ça y est, la guerre est terminée, donc on retourne au Liban. Pendant 4 ans, on n'y est pas allé. En 86, j'avais 5 ans et mon frère avait 7 ans. Donc on débarque, là on est un peu plus grand. J'ai 10 ans, mon frère a 12 ans, ça y est, on est des grands enfants. On arrive à l'aéroport, et l'aéroport il était de briques et de broc, évidemment, on sortait de la guerre. Mais quand on arrivait, il y avait à l'intérieur de l'aéroport une énorme vitre où se tassaient, où se bagarraient les gens pour voir arriver
leurs proches, leur famille. Enfin, c'est un truc que tout le monde a connu pour les Libanais qui sont retournés au Liban, ce truc de l'arrivée de la vitre et des gens qui se sautent dessus. Enfin, c'est un truc assez puissant quand même. Et je me souviens très bien parce que mon frère avait fait une blague que j'avais trouvée assez bonne. Et donc ma grand-mère était derrière la vitre. Elle avait réussi à se mettre au premier rang, donc ça veut dire qu'elle était arrivée assez tôt. Et elle tapait comme une dingue sur la vitre, hyper fort, ça résonnait dans tout l'aéroport. Et donc mon frère avait fait une blague, il avait dit un truc du genre faut qu'on se dépêche de faire le tour, sinon elle va péter la vitre. Et j'étais mort de rire, et en effet tout le monde regardait ma grand-mère. Et voilà, c'était ça ma grand-mère, c'était vraiment, elle était cachait pas ses sentiments. Mais l'autre chose qui est sortie, je pense, de cette période et qui l'a fondamentalement transformée, c'est qu'elle est devenue triste. Moi, je l'ai toujours trouvée triste. J'ai toujours senti une tristesse assez profonde et contre laquelle on ne pouvait rien faire et qui était assez liée au fait qu'elle soit très peureuse. Alors, j'ai jamais su si elle avait été historiquement peureuse, si c'était une dame peureuse, je crois pas. Quand je la vois jeune, on a des vidéos, donc je la vois bouger, rire, se déplacer, conduire, etc. J'ai pas l'impression qu'elle est peureuse. Et l'exemple le plus flagrant, c'est qu'elle refusait de monter à la montagne avec nous. Elle a refusé d'aller à Psharé avec nous parce qu'on doit passer, donc c'est la vallée, donc c'est des routes de montagne, donc il y a des ravins sur le côté, donc à chaque fois c'était des négociations interminables pour réussir à la faire aller une fois dans l'année en haut. Donc elle a toujours eu peur de tout, de la voiture, des bruits, des trucs. Elle est devenue hyper peureuse. Et c'est dur de voir sa grand-mère fondamentalement triste, fondamentalement un peu angoissée partout en fait. Ma grand-mère elle nous disait Toborné. Toborné, ça veut dire littéralement, et donc on savait pas ce que ça voulait dire. Enfin, on savait pas. On a su vite, hein, mais elle nous disait tout le temps Toborné, Toborné, Toborné. Et donc Toborné, ça veut dire j'espère que tu m'enterreras, que ce soit toi qui m'enterreras. Ce qui est violent, en fait, c'est une expression. Donc, mais moi, j'en ai eu la traduction très tôt. Ma mère, ça veut dire quoi Toborné, Toborné, ça veut dire qu'elle veut que vous l'enterriez, etc. Mais c'est quand même une image assez dure de s'imaginer petit garçon enterrer sa grand-mère. Mais je trouvais ça cohérent avec l'image que j'en avais, un truc un peu drama, quoi. En gros, voilà. Ma grand-mère, Nana, elle était drama. Et puis, du coup, elle disait Borné. Je me voyais avec la pelle en train de. Enfin, bref. Et je trouvais que ça lui allait assez bien, tout ça. Sur la transmission, il y a quelque chose qui je pense, a joué sur ce que nous sommes devenus, mon frère, ma sœur et moi. C'est que nos grands-mères, notamment Soraya, qui a passé 30 ans en France, hein, quand même, c'est des Libanaises, et c'est rien d'autre que des Libanaises, de la tête aux orteils. Et en fait, dans la construction de l'identité de quelqu'un dont les parents sont des immigrés, ça joue parce que ça l'ancre quand même très profondément en soi, et ça devient très largement indétachable de sa personne, parce qu'on a grandi avec nos grands-mères qui sont des Libanaises. Et je trouve que notre attachement à tout ça, il vient aussi de là. Sans doute que si on ne les avait pas connues, ce serait un petit peu moins fort. Donc ça a pour moi contribué totalement à l'appropriation du fait que oui, voilà, on est des Libanais et on vient de cette culture-là, etc. Et je pense qu'elles ont joué ce rôle-là, et en plus avec des modèles assez complémentaires les deux, entre une femme du village de grande famille et une Libanaise moyenne, en quelque sorte, une Libanaise typique de classe moyenne, et je trouve que c'est assez sympa. Soraya ça a beaucoup joué son insistance, son attachement, que mon père a repris derrière évidemment, hein, mais à la famille, à la lignée, au fait qu'on a une histoire, qu'on est une grande famille, Alors on le dit avec un peu des mots différents maintenant. On n'a plus ce qu'elle devait avoir quelque part, évidemment, en tête, de sentiment de supériorité dans le village. Il faut voir hein, ce que ça représente hein, d'être une grande famille dans ces environnements-là. Nous, on le porte plus du tout comme ça. Enfin, en tout cas, mon frère, ma soeur et moi, on se dit pas « Ah ouais, on est les grands et venez nous respecter dans la maison ». Alors que je sais que chez ma grand-mère, il y a un truc de cet ordre-là. En revanche, on a repris le fait que oui, on vient d'en haut, pas d'en haut socialement, d'en haut de la montagne, que oui, on a une histoire familiale qui est riche, intéressante, que tout le monde s'est efforcé de maintenir et de préserver. Donc ça, on y est attaché, et on y est attaché assez, ça nous est resté assez fort. Nohad ne se référait pas à tout ça, parler de sa mère et de ses grands-parents avec légèreté, et comme on parle de sa mère et de ses grands-parents, mais sans y mettre aucune dimension sociale, politique ou historique, comme pouvait le faire ma grand-mère. L'appétence ou l'amour, ou je ne sais quoi, de la cuisine libanaise vient aussi beaucoup de mes grands-mères, qui toutes deux avaient là aussi des cuisines assez complémentaires, puisqu'il y en a une qui était une cuisine très montagnarde et l'autre une cuisine très béroutine. Donc chacune avait ses petites spécialités. Et j'associe donc des plats assez
assez fortement à mes grands-parents. Le fasolia, c'est un plat qui ressemble à du chili con carne, qui est merveilleux. C'est ma grand-mère, Soraya, en faisait beaucoup. On allait beaucoup chez elle le dimanche manger du fasolia. Et donc, on est aussi resté dans cette cuisine de maison. C'est pas des trucs qu'on mange au resto, le fasolia. Et ça, évidemment, enfin, ma mère aussi, hein, bien sûr, mais nos grands-mères, qui étaient toutes deux des femmes au foyer, en fait, des mères de famille, étaient très calées là-dessus. Et un peu le pendant de la transmission identitaire, familiale, culturelle, etc., c'est évidemment la langue. C'est un gros sujet de savoir comment est-ce qu'on porte, comment est-ce qu'on maîtrise une langue, qu'est-ce qu'il faut faire comme effort quand on est de deuxième génération pour maîtriser une langue d'un pays où on ne vit pas, etc. Oui, on parlait beaucoup, un peu plus arabe que français avec mes grands-mères, même si on parlait les deux, hein, assez librement. Mais c'est pas pour rien que ma tante, celle qui vivait avec ma grand-mère pendant toute sa vie, quand elle est arrivée en France, elle a monté une école d'arabe, dont le slogan, je m'en souviens plus, mais c'était un truc du genre «La langue est notre héritage à tous», enfin un truc aussi pompeux que ça, mais qui montre bien à quel point on y était attaché, et ça ne rigolait pas trop là-dessus à la maison, c'est-à-dire qu'on ne transigeait pas sur les cours d'arabe, les cours du mercredi après-midi, du samedi après-midi, etc. Et ça, c'est évidemment lié. Et en plus, on n'a pas envie de perdre le fil avec ses grands-parents. Et quand j'évoquais tout à l'heure les blagues de ma grand-mère qu'on ne comprenait pas, c'est extraordinairement frustrant. Donc, il y a aussi cette espèce de petit plus à maîtriser la langue, qui est de se dire, bon, bah, enfin, je serai totalement aligné avec ce que raconte ma grand-mère et on pourra se faire des blagues mutuellement en arabe, etc. Donc, je ne sais pas si ça a joué. Et Dieu sait que c'est un sujet compliqué, la maîtrise de la langue. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on a eu les 3 enfants. On écrit, on parle, on lit. Quand on va au Liban et qu'on parle arabe, on ne nous dit pas qu'on a un accent, ce qui est rare. Voilà, on ne nous prend pas pour des Français, ce qui est bien, ce qui est une fierté, quelque part, vraiment, assez largement. Et c'est évident que voilà, je connais des grands-mères beaucoup plus détachées de leur identité et culture libanaise. Là, il y avait aussi un enjeu à se montrer un peu digne de tout ça, un peu responsable par rapport à cet héritage, et ça passait aussi par l'apprentissage de la langue. Et peut-être, même si on détestait un cours d'arabe, que ça a joué sur la persévérance qu'il faut pour apprendre l'arabe. Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser 2 questions rituelles, 2 questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passé recomposé, je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes ? Alors là, je n'ai pas menti. J'ai peut-être pas tout dit parce qu'il y a des choses parce que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse nécessairement, donc il y a des petits détails que j'aurais pu dire que je n'ai pas dit, mais tout ce que j'ai dit est très vrai. J'ai été vraiment dans une vérité totale. Je me suis livré vraiment à 100%. Donc non, est-ce que je cache des choses dans l'absolu ? Je crois pas. Sur la vie de mes grands-parents, non, il y a rien dont j'ai connaissance et dont j'ai soit à rougir, soit à garder le secret. Donc non. Après, mon information est très parcellaire, hein, vraiment, c'est difficile, d'autant plus qu'il y a mais c'est le but un peu de ton podcast sans doute, mais c'est que quand on n'est pas sur le lieu où on grandit les grands-parents, c'est beaucoup plus difficile de tout ça, et donc l'imaginaire tient une place tout à fait gigantesque. Donc c'est vrai qu'on ne peut même pas se raccrocher à tout ça. Et en plus, il y a des grands-parents avec qui on passe moins de temps. En fait, ma grand-mère Nana, c'est un drap. Enfin, je l'ai quand même beaucoup vue dans ma vie, mais c'est évidemment hyper triste d'avoir passé je ne sais combien d'années sans la voir, des années entières et entières et entières sans voir sa grand-mère. Il n'y avait pas FaceTime en plus à l'époque. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose ? Bah, bien sûr, je ferais ma grand-mère maternelle, je la ferais venir avec nous pendant la guerre. Je me démerderais pour qu'elle soit heureuse et qu'elle trouve son petit équilibre et que dans ce malheur, elle en retire quelque chose de plus apaisant pour sa vie. Et sur ma grand-mère paternelle, je lui aurais bien épargné ce drame de la mort de son mari, qui a largement fauché les choses, et même qui a eu des incidences sur tout, sur mon père, puis sur nous, puis sur machin. Enfin, ça a quand même bougé pas mal
pas mal de schémas qui devaient s'aligner assez bien, tout devait rouler de manière assez fluide. J'aurais bien simplifié la vie là-dessus, parce qu'en plus, mes tantes auraient peut-être eu une vie différente. Mes tantes auraient peut-être eu moins de poids sur les épaules. Que mon père en ait eu, ça c'est pas très grave, et c'est ce qu'il voulait, et il était né pour ça, entre guillemets. Enfin, c'était un peu le rôle qui était attendu de lui, et dont il a toujours été très fier, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Après, peut-être que mes tantes, si on les avait un peu déchargées, elles auraient peut-être eu plus je sais pas, de temps pour être heureuses pour elles. Merci à Charbel. Le récit de Charbel m'a fait prendre conscience des contrastes entre certains Libanais et Libanaises. Il y a les plus visibles, les plus célébrés, et puis d'autres Libanais. Mon Jiddo, mon papy libanais, vient bien d'une montagne lui aussi. Mais il a grandi dans un orphelinat, et de ce que j'ai compris, les enfants du village n'avaient pas de chaussures à son époque. Pour approcher mon Jiddo, je vais donc explorer d'autres vies. Dans l'épisode suivant, on va s'intéresser au destin d'un dénommé Mansour, raconté par Nadia. Mansour est né sur une montagne à l'autre bout du monde arabe. D'ailleurs, il ne parlait pas arabe et, contrairement à mon Jiddo, lui a migré vers la France. Mansour est un alter ego de mon Jiddo qui m'intrigue. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et pour suivre l'actualité du podcast, suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook. Un grand merci à Laura Bois pour le montage. Laura fait le podcast Môme, entre autres. C'est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.